l'immigration, donc c'est un sujet, comme je l'écris dans mon livre, qui est un sujet sans milieu. C'est-à-dire que soit vous êtes violemment contre, ou soit vous êtes violemment pour, et on a du mal à trouver en général de point d'équilibre. On constate que sur ce sujet, l'émotion règne en maître. C'est-à-dire que vous avez des individus qui sont absolument convaincus que l'immigration est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais très souvent, ils ont du mal à rationnellement justifier leur position. Moi, j'avais écrit un livre sur l'insécurité qui s'appelle « La France orange mécanique », dans lequel je montrais que cette ultra-violence que nous connaissons, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, cet été et cet automne ont été particulièrement marqués par des actes très violents, un nombre de déséquilibrés record, des individus qui sont blessés au couteau à la gorge, pour ne pas dire égorgés. Il y a eu quantité de lynchage, de violences gratuites. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 violences gratuites recensées chaque jour. Violence gratuite, c'est-à-dire non crapuleuse, c'est-à-dire on vous tabasse pour un regard, une cigarette, ou sans raison apparente et particulière. Donc 1000 par jour. Ce chiffre est devenu absolument énorme et on parle uniquement des violences qui sont recensées par les forces de police. C'est-à-dire qu'il y a toutes les autres, ceux qui ne portent pas plainte et qui restent donc dans la matière noire de l'insécurité. Et j'avais constaté dans cette enquête que la majorité des crimes et délits commis en France étaient commis par des individus issus de l'immigration. Et le véritable objet de scandale dans ce livre était celui-là en fait. C'est-à-dire qu'on peut dénoncer l'insécurité, mais on ne peut pas dénoncer un éventuel lien entre l'insécurité et l'immigration. Il y a là un tabou très clair. J'avais écrit ensuite un livre qui s'appelle « La France Big Brother », qui parlait justement de ce conditionnement médiatique qui vise à nous persuader que l'immigration est une chance, que l'immigration est une richesse. Vous avez sûrement entendu ces termes parce qu'ils sont martelés par les grands médias, un peu comme les publicitaires vont vous marteler les slogans de leurs produits. Et qu'on le veuille ou non, ces phrases vont faire leur chemin dans notre subconscient. Et nous allons finir peut-être par intégrer des modes de pensée socialement valorisés par cette morale dominante. Et donc, l'essentiel du conditionnement de ce Big Brother, c'est-à-dire les grands médias, les grands universitaires, enfin tous ceux qui ont accès à l'expression publique, c'est-à-dire qui vont pouvoir passer à la télévision et parler à des millions de Français, tous ces gens ont un discours qui est très favorable à l'immigration. Donc en gros, l'immigration, c'est un petit peu le premier de tous les tabous. Et je me suis dit qu'il fallait aller traiter ce sujet frontalement, c'est-à-dire pas se contenter de la posture émotionnelle habituelle, en disant « je suis contre parce que je suis contre » ou « je suis pour parce que c'est formidable, c'était une chance, etc. » J'ai voulu vraiment le vérifier, c'est-à-dire aller aux faits. Que nous disent les faits sur l'immigration ? J'apporte ce livre comme une pièce à ce débat qui n'a pas lieu. Je le regrette, mais aujourd'hui, ce débat, tout le monde parle de l'immigration du soir au matin à la télévision, mais personne ne parle des faits. Concrètement, quelle est l'ampleur de l'immigration en France ? Voilà, c'est une question à laquelle je réponds dans ce livre. Aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez les chaînes du service public, vous entendrez des démographes qui vont vous dire que l'immigration est stable depuis à peu près Clovis. Sauf que, effectivement, le pourcentage du nombre d'immigrés, il augmente assez peu. Mais les immigrés, ça concerne uniquement les individus qui sont nés à l'étranger. Le problème, c'est qu'on nous fait passer ça pour l'intégralité de l'immigration. Et le français moyen, qui regarde les états civils dans les journaux, qui se promène dans la rue, qui regarde les photos de classe, il se dit « j'ai quand même l'impression vague que la population de mon pays n'est plus tout à fait la même que celle d'il y a 40 ou 50 ans ». Et parce que les démographes oublient de parler des descendants d'immigrés, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France, qui sont issus de cette immigration, de cette diversité visible, qui est une immigration très largement extra-européenne,
qui est parfaitement inédite en France. Cette immigration-là, comme je le montre dans le livre, n'a pas du tout existé en France depuis à peu près 45 000 ans. Ça fait quand même une période assez importante. Et depuis les années 60 ou 70, elle a pris une ampleur considérable et la structure de la population française s'est trouvée considérablement modifiée, puisque aujourd'hui, à peu près 18% des individus qui vivent en France sont issus de cette immigration extra-européenne. Donc quasiment un individu sur 5. On parle d'une moyenne parce que si on prend la pyramide des âges, on constate que les individus âgés sont très majoritairement des autochtones, des Français de souche. Attention, parce que cette expression peut vous valoir un certain nombre d'ennuis, mais il faut bien trouver un nom pour désigner les individus. Donc on dit les Français natifs, les autochtones, les Français de souche, etc. On comprend très bien ce qu'on veut dire. Ces individus-là donc, sont très majoritairement représentés dans les classes d'âge les plus avancées. Par contre, plus vous descendez dans la pyramide des âges, moins ces individus-là sont nombreux. Et quand vous arrivez jusqu'aux nouveau-nés, vous constatez, comme je l'ai fait, qu'à peu près 40% des nouveau-nés sont issus de cette diversité visible, de cette immigration extra-européenne. Ce qui veut dire que dans quelques années, puisque ce nombre, cette part ne cesse d'augmenter, les naissances qui concernent les Français autochtones ou natifs seront minoritaires. Et par voie de conséquence, d'ici quelques décennies, la population française autochtone sera elle aussi minoritaire. Donc ça, c'est pas Renaud Camus qui le dit, c'est l'ONU. Ce sont des projections démographiques qui sont effectuées par des individus au-delà de tout soupçon et qui montrent qu'en Europe, de manière générale, aux États-Unis, en France, il y a une dénatalité très préoccupante des autochtones qui est compensée, remplacée, c'est un terme encore une fois qui peut vous valoir des ennuis très sérieux, par une immigration massive extra-européenne et dont la natalité est très forte. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les populations autochtones qui sont vieillissantes, dont le nombre de femmes en âge de procréer diminue dramatiquement, qui ont à peu près 1,2 à 1,4 enfants par femme. Il en faut 2 pour renouveler les générations. Et vous avez une population extra-européenne qui est extrêmement jeune, extrêmement féconde, qui est renouvelée constamment par l'immigration et qui petit à petit, par naturalisation, prend des parts, on va dire, à cette population autochtone. Alors il faut savoir que ça fait partie des volontés de l'ONU, par exemple, puisque ça fait depuis à peu près 20 ans que l'ONU préconise, prône cette migration dite de remplacement. Le terme est très clair, ça veut dire comme les autochtones ne font pas d'enfants, c'est-à-dire ne renouvellent pas le stock de consommateurs disponibles, eh bien il faut les faire venir. Et peu importe leur niveau de qualification, leurs différences culturelles, ils vont nous enrichir et ils vont remplacer cette espèce de vide qui est laissé par les populations autochtones. Et donc on constate, je le montre dans le livre, que la population européenne qui jusque-là était majoritaire deviendra d'ici le milieu de ce siècle à peu près minoritaire sur son continent et à peu près autour de l'an 2100, il restera à peu près 170 millions d'Européens autochtones contre un peu plus de 600 millions aujourd'hui, parce que ça va très vite, évidemment, une telle dénatalité, ça se traduit dans les chiffres très rapidement. Vous mettez ça en parallèle avec l'explosion démographique, notamment subsaharienne. Il faut savoir que l'Afrique subsaharienne, dans la fin de ce siècle, en 2100, comptera 4 milliards d'habitants, contre à peu près 1,3 aujourd'hui. Donc ce sera cette immigration, mécaniquement, en fait, l'Afrique subsaharienne, ces pays-là, ne peuvent pas suivre leur croissance démographique. C'est-à-dire qu'au niveau des infrastructures, au niveau de l'alimentation, au niveau du développement, c'est totalement impossible. Tous les experts sont d'accord. Rien déjà ne peut endiguer cette démographie, y compris des pandémies, y compris des guerres, y compris des crises majeures. Rien ne peut endiguer une telle démographie.
et rien ne peut la suivre. C'est-à-dire qu'aucun développement ne peut parvenir à nourrir et à accompagner une telle explosion démographique. Donc, mécaniquement, une très grande part de ces individus vont migrer vers des pays plus riches, plus développés, plus accueillants, au premier rang desquels la France, puisque la France a passé un certain nombre d'accords migratoires avec ses anciennes colonies, et donc fait partie des pays, des destinations privilégiées. Et d'après le chercheur Stephen Smith, qui est un africaniste réputé, d'ici 30 à 40 ans, on a 50 millions de migrants subsahariens potentiels qui pourraient s'installer en France. Donc en gros, nous sommes face à une question morale. Je ne sais pas si vous avez lu Le Camp des Saints de Jean Raspail, qui a été publié, je crois, en 1971 ou dans ces eaux-là. La question morale est la suivante. Une immigration très importante va arriver, soit nous l'acceptons, nous considérons qu'elle est une richesse et une chance, et nous faisons de notre mieux pour l'accueillir, donc accueillir 50 millions d'individus, soit nous pensons que cette immigration est dommageable et que nous n'avons pas à l'accueillir, donc nous prenons des mesures concrètes pour ne pas l'accueillir. En général, on va vous expliquer que de toute façon, ce n'est pas possible de l'empêcher, puisqu'elle est inéluctable. C'est l'argument favori de cette caste médiatique que j'ai appelée Big Brother, en référence à Orwell de 1984. Sauf qu'on constate que le Japon, par exemple, l'Australie ou la Hongrie ont pris des mesures qui se sont traduites par des résultats très nets. Le Japon a une dénatalité très, très inquiétante. Les femmes japonaises font 1,2 enfants, comme je l'ai dit, donc cette population va mécaniquement baisser, va être très âgée rapidement, et elle va donc être dans une situation difficile, puisqu'il faudra entretenir un très grand nombre de personnes âgées, mais le Japon refuse radicalement la solution de l'immigration. Et l'avenir nous dira si le Japon a eu raison et va pouvoir gérer le vieillissement de sa population, ou si cette immigration qui lui tend les bras aurait dû être acceptée. En attendant, elle n'a pas lieu. Le Japon accepte 11 demandes d'asile par an à peu près. Vous imaginez la sévérité de ce gouvernement. En France, on a 100 000 demandes d'asile par an, on en accepte à peu près, on va dire 30 000 ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, les 70 000 individus qui sont déboutés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré cette tentative de fraude d'un droit qui est sacré, une tentative de fraude avérée du droit d'asile ne se traduit pas du tout par une expulsion. Soit 10 000 individus sont effectivement reconduits à la frontière, mais à peu près, tous les autres, tous ceux qui restent, disparaissent de la circulation. On ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent. C'est aussi le cas d'ailleurs, comme je le montre dans le livre, pour quantité d'étudiants qui viennent faire des études en France et qui disparaissent dans la nature. Et on ne sait pas où ils vont ni ce qu'ils deviennent. La migration clandestine, c'est très largement celle-là. C'est pas celle de l'Aquarius qui amène 40 types par mois. Ce sont des individus dont l'administration française va leur délivrer un titre de séjour ou un visa. Donc il y a 250 000 titres de séjour délivrés chaque année et 3 millions de visas. Et ils ont ces titres de séjour qui sont parfaitement en règle. Ils viennent sur le territoire français et ils oublient de repartir. Et ceux-là, on ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas où ils sont. Bref, ça concerne évidemment des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'individus. L'immigration clandestine est parfaitement contrôlable. Déjà, si on ne signait pas tous ces visas, si on ne la faisait pas venir, les individus qui forcent physiquement la frontière sont en réalité très peu nombreux par rapport à cette masse d'immigrants clandestins qui entrent légalement sur le territoire. On pourrait parfaitement le faire parce qu'on nous a souvent dit le Japon c'est une île, l'Australie c'est une île, évidemment c'est facile avec des gardes-côtes d'empêcher les bateaux d'approcher. Sauf que la Hongrie n'est pas une île et le président hongrois, qui est très haut placé sur l'échelle du mal, il ne faut pas le prendre pour exemple,
Lui, il a décidé de réquisitionner des chômeurs pour construire une clôture barbelée et pour arrêter l'immigration clandestine. Et l'immigration clandestine a été punie en Hongrie de crime, c'est-à-dire que c'était un délit, c'est devenu un crime. L'immigration clandestine dans ce pays s'est effondrée en quelques heures et c'est complètement tari. Et donc les immigrés ne viennent plus. Et là, stupéfait, le Français moyen découvre que quand on veut, on peut. Les murs, ça fonctionne. C'est pas pour rien qu'il y en a des dizaines et peut-être même des centaines partout dans le monde. Je fais une liste non exhaustive dans mon livre pour montrer à quel point, bah oui, ça fonctionne. Si on veut physiquement empêcher des gens de venir en France, on y arrive. Évidemment, si on affrète des bateaux pour aller les chercher au large des côtes libyennes et qu'on les ramène ici, ils vont venir, c'est certain. Si, quand ils arrivent, ils trouvent pléthore d'aides sociales dont le montant de base est 10 à 20 fois supérieur au salaire de leur pays d'origine, évidemment, ils vont venir. C'est un fait, c'est une logique absolue. Donc, en gros, la première question qui se pose dans ce livre, c'est est-ce que nous voulons, est-ce que nous ne voulons pas ? Le Français ne veut pas, 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, mais pourtant, l'immigration a lieu. Alors, pourquoi ? C'est une excellente question, nous reviendrons sur la réponse un peu plus tard, parce que ce que j'ai d'abord décidé de traiter dans le livre, ce sont les conséquences de cette immigration. Parce que, après tout, si, comme le disent nos amis des grands médias, cette immigration est une chance et une richesse, il serait bien sot de ne pas en profiter, de ne pas se jeter sur cette opportunité fantastique qui s'offre à nous. Donc, concrètement, est-ce que c'est une chance ? Oui ou non ? En général, les arguments s'arrêtent à peu près là, c'est-à-dire qu'on vous dit ça va vous enrichir, culturellement, oui, bon, enfin, c'est très flou. Donc, j'ai décidé de faire les comptes, d'abord de manière économique, c'est-à-dire est-ce que ça rapporte concrètement de l'argent aux Français, à nous, sachant, comme je l'ai dit, qu'il y a à peu près 18 millions d'individus d'origine extra-européenne dans ce pays et beaucoup plus d'immigrés. À peu près, on va jusqu'au tiers des Français qui auraient une ancestralité, enfin des ancêtres immigrés, si on remonte aux arrière-grands-parents. Donc le calcul est simple, en général, on prend les dépenses sociales que coûtent les immigrés et ce qu'ils rapportent en contribution nette. On fait le calcul et il y a quelques années, on nous disait ça rapporte un peu. Vous voyez, c'est légèrement positif. Aujourd'hui, on a un peu changé de discours. On est plutôt ça rapporte, non, on perd un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Donc, du point de vue de l'enrichissement culturel, ça vaut quand même le coup. Très bien, sauf que ces calculs oublient un certain nombre de paramètres qui sont très importants et qui rendent le coût total de l'immigration très largement déficitaire. J'ai parlé au début de cette présentation de l'insécurité. L'insécurité, si à peu près 2/3 des crimes et délits sont commis par des individus issus de l'immigration, vous imaginez bien que dans le coût total de l'insécurité, ils en prennent une part. L'insécurité, ça coûte des dizaines de milliards, peut-être des centaines de milliards d'euros par an à la France. Le coût des victimes, le coût des dégâts, le coût des procédures, le coût de la justice, de la police, etc., etc. Une grande part de ce coût peut être imputée légitimement à l'immigration. Le terrorisme, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de ces dernières années, à peu près 100%, avec une marge d'erreur de 0,1%, des actes terroristes ont concerné des individus qui sont issus de cette immigration. Ça coûte des milliards d'euros, le terrorisme, la sécurisation, le suivi des victimes, etc. etc. Le coût sanitaire, qui est très important, le coût des réfugiés, de l'accueil des réfugiés, de leur suivi sanitaire, de l'entretien de masse de personnes comme ça, qui sont souvent logées à grands frais dans des hôtels, qui sont soignés à grands frais. En Allemagne, un économiste avait calculé ça, il arrivait à des sommes absolument délirantes de 450 000 euros par individu, c'est-à-dire tout au long de sa vie en Allemagne, un réfugié coûtera au contribuable à peu près 450 000 euros. Évidemment, là, on se rend compte que la richesse de la diversité, on espère que sur le plan culturel, on va se rattraper. En attendant, concrètement, de manière bassement matérielle, le français n'y gagne pas. Alors,
il y a toujours une manière de présenter les choses qui permet de sauver les apparences en disant « Attendez, regardez, si vous ajoutez mécaniquement, si vous ajoutez 10 millions d'habitants à un pays, quel qu'il soit, le produit national brut de ce pays va augmenter. Ça veut dire, vous ajoutez 10 millions d'habitants à la France, automatiquement, il y aura plus de consommateurs, il y aura plus de dépenses, il y aura plus de bénéfices pour les individus qui sont très haut placés dans la hiérarchie économique, c'est-à-dire les très grands patrons, des très grands groupes, ils vont profiter de cet apport de consommateurs nouveaux. Mais le salarié moyen, le français moyen de base, lui, eh bien, en réalité, il va transférer une grande part de son argent sous forme d'aide sociale à ces nouveaux arrivants. Ce qui fait que sa richesse à lui va diminuer. Alors on parle de concurrence en matière d'emploi, de salaire, etc. Toujours est-il qu'il n'est pas gagnant. Et il y a plusieurs formes d'immigration. C'est-à-dire, on parle souvent de l'immigration comme d'un bloc, mais quand on l'étudie en détail, on se rend compte qu'il y a des immigrés qui effectivement contribuent à l'économie au moins autant que les natifs, parfois même plus. Les immigrés, notamment qui sont originaires d'Europe occidentale ou de l'Asie de l'Est, c'est-à-dire de la Chine, du Japon ou de la Corée, et même du Vietnam, ils contribuent positivement à l'économie, effectivement, parce qu'ils ont un taux d'emploi qui est parfois même encore supérieur au taux d'emploi des natifs. Ils ont un taux de productivité, pareil, qui est également supérieur à celui des natifs. Donc, ils sont des contributeurs nets à l'économie française. En revanche, vous avez d'autres formes d'immigration. On parle là d'immigration de quantité, qui s'oppose donc à l'immigration de qualité. Et cette immigration de quantité est très fortement sous-qualifiée. Elle est essentiellement issue du Moyen-Orient, du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Elle correspond à une offre qui n'existe plus, c'est-à-dire que ce sont des individus qui avaient un niveau de qualification qui correspondait à nos anciennes industries, quand nos industries existaient encore. Donc aujourd'hui, ces individus sont là massivement. Il y a le regroupement familial, enfin il y a le rapprochement familial, il y a toutes les manières possibles. En réalité, c'est une immigration qui correspond à une immigration de peuplement, puisque comme je le montre dans mon livre, le taux d'emploi de ces populations-là est extrêmement faible, leur taux de productivité est extrêmement faible aussi, leur niveau de qualification, comme je l'ai dit, est très inférieur à la moyenne de l'OCDE. Donc cette immigration-là est un coût objectif, un coût social, un coût en termes de niveau de vie, puisque évidemment, quand vous avez des individus qui n'ont pas les mêmes niveaux de qualification, qui ont même des niveaux de qualification inférieurs à celui des autochtones, évidemment, ça va se traduire par des conséquences directes à peu près partout, dans tous les secteurs où ces individus seront employés. C'est assez mécanique. Par exemple, niveau de compétence, ça c'est un truc qui revient assez souvent. On va vous dire en général, oui, mais si ces individus sont davantage au chômage que les autres, s'ils ont un salaire plus faible, c'est parce qu'ils sont discriminés. Donc la société est méchante, et encore une fois, c'est la faute du méchant blanc qui, plutôt que de payer tout le monde à égalité, va discriminer tel ou tel uniquement sur sa couleur de peau. Sauf que quand on regarde de plus près les statistiques, on se rend compte qu'il y a une manipulation assez importante, puisque l'INSEE va vous dire, regardez, si vous prenez, alors monsieur Mohamed Abdelkader, il a une licence, et monsieur Jean-Pierre Perret, il a une licence aussi, et il se trouve que Mohamed a plus de difficultés d'accéder à l'emploi que Jean-Pierre. Mohamed a un salaire plus faible, etc., etc. On peut trouver la démonstration comme ça, sauf que l'OCDE a évalué le niveau de compétence des individus issus de l'immigration et des individus natifs, et l'OCDE s'est rendu compte qu'une licence pour un immigré correspondait à 3 années de compétences de moins qu'une licence d'un individu français né en France. Donc voilà un décalage considérable, parce qu'évidemment, une licence au Maghreb ou une licence en Afrique subsaharienne ne vaut pas une licence obtenue en France, en tout cas pas encore. Donc évidemment, si on part du principe que les licences se valent, on va avoir des discriminations partout. Mais quand on parle de niveau de compétence, ce différentiel, non seulement il va s'annuler, mais en plus il va s'inverser. Et on va se rendre compte
que les individus qui s'appellent Mohamed, les individus qui sont issus de la diversité dite visible, ont même un peu plus de chances d'obtenir des postes ou des salaires avantageux que leurs collègues qui s'appellent Jean-Pierre ou qui sont issus de la non-diversité, c'est-à-dire des individus qui sont tristement blancs. Et on va constater donc que plus le niveau de compétence requis s'élève, plus les individus qui sont issus de cette diversité visible, en réalité, sont favorisés par rapport à leurs compétences. Parce qu'il y a une forme de discrimination positive qui est rentrée dans les mœurs, et aujourd'hui, en particulier pour les grands groupes, pour les grands partis politiques, pour les publicitaires, c'est très valorisant. Moralement, c'est très important de valoriser cette diversité visible. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les publicités, les images à la télévision. Il apparaît fondamental aujourd'hui de mettre en avant des individus issus de la diversité. Celui qui fait ça, moralement, va marquer des points. Sarkozy est un spécialiste et à chacun de ses déplacements, il disait il faudrait qu'il y ait un noir là, qui soit là derrière moi quelque part pour qu'on puisse le voir. Ça donnerait une image de moi très positive. C'est une façon très cynique de faire, hein, évidemment, puisqu'on utilise les individus issus de la diversité vraiment comme des marchandises, on ne se soucie absolument pas de leur niveau de compétence, et finalement on va jeter le doute sur l'ensemble de ces individus, alors qu'il y en a parmi eux qui sont extrêmement doués, extrêmement compétents, mais évidemment, comme on en voit qui ne méritent pas du tout leur poste et qui sont là uniquement parce qu'ils sont ce qu'ils sont, eh bien ça va jeter la suspicion sur tous les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de ce clandestin Mamoudou Gassema qui avait escaladé un balcon pour sauver un jeune qui était pendu dans le vide, un enfant. Toutes les télés du monde en ont parlé. Il a été félicité et récompensé par le président de la République. Et bien 3 semaines après, il y a un militaire qui a fait la même chose. Il a escaladé un balcon pour sauver un enfant qui était pendu dans le vide. Je ne pense pas que vous en ayez entendu parler. Ce qui montre que ce militaire, il y a très peu de chances pour qu'il soit issu de la diversité visible. Et donc, lui, son acte ne vaut rien. Par contre, s'il est commis par un individu issu de la diversité, alors là, il a gagné, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et les exemples de ce genre, j'en liste quelques-uns dans mon livre, sont vraiment à l'infini. C'est une façon de compenser comme ça la classe progressiste dominante qui se prétend antiraciste, en réalité va utiliser des individus pour sa propre gloire. Puisque quelqu'un qui milite, par exemple, qui va, mettons Tati Georgette, qui va soutenir les migrants, qui va les aider, qui va donner de l'argent à SOS Méditerranée, etc. Elle se persuade qu'elle fait ça pour eux, mais en réalité, elle fait ça pour elle, parce qu'elle en tire un prestige moral et social évident, parce qu'elle est le bien, elle s'efface devant l'autre, et j'imagine qu'elle se flagelle un peu aussi en disant que les Blancs sont des salauds et des anciens colonisateurs, etc. Et ce discours-là, cette façon de prendre cette position, lui offre une forme d'existence identitaire, en tout cas, lui donne un signifiant existentiel. Et à peu près tout le discours progressiste s'articule autour de ça. Ce sont des individus qui ont créé comme ça, par ce rejet de ce qu'ils sont, ce mépris de ce qu'ils sont et ce culte permanent de l'autre, ils ont réussi à accéder à une forme d'identité supérieure. C'est-à-dire qu'après la guerre, après les drames de la guerre, beaucoup d'individus se sont dit mais comment, en tant qu'occidental, on peut encore dominer le monde, puisque comment on peut dominer, nous, blancs, le monde après Adolf Hitler? Effectivement, ça paraissait difficile. Et ils ont trouvé cette solution, c'est-à-dire il suffit de se haïr et d'en faire une très grande publicité, et comme nous serons les seuls au monde à faire ça, nous accéderons à un stade moral supérieur, et donc nous continuerons à régner. Donc c'est assez bien joué, hein. Il faut reconnaître ce mérite à nos amis progressistes. Je parle beaucoup de la morale dans ce livre parce que c'est vraiment, comme déjà dans Le Camp des Singes, Jean Raspail l'avait souligné à l'époque, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il y a 75% des Français qui sont contre l'immigration, mais c'est Jacques Attali qui gagne, parce que les migrants, ils sont là, il y a une immigration, elle est organisée, notre administration fait tout pour lui faciliter la tâche, et il n'est pas question de la remettre en cause, de la contrôler, évidemment pas de l'inverser.
Comment expliquer ça? 75% des Français se voient complètement privés de leur exercice, de leur souveraineté et même de leur liberté d'opinion. Eh bien parce que cette espèce de caste médiatique dont j'ai parlé fait peser sur eux une forme de terreur, parce que notre peur est d'être désigné, exclu de notre groupe, ostracisé. C'est une peur d'animal domestique, hein, ça remonte aux âges glaciaires, parce que si on était abandonné par les nôtres, eh bien on ne pouvait pas survivre. Donc on a ce résidu de peur, et aujourd'hui, quand des individus virulents, même à la télévision, vous disent que ce que vous pensez est moralement condamnable, eh bien il y a cette menace d'exclusion sociale qui va planer sur vous. Et cette menace nous suit chez nous, quand nous avons un repas de famille, quand nous sommes dans une discussion sociale avec des individus qui soient connus ou inconnus, au bureau, etc., etc. On se méfie toujours quand on parle d'immigration, parce qu'on sait très bien que c'est un sujet sensible et qu'on peut tomber sur un hystérique, style Émeric Caron, qui va nous menacer, nous traiter de tous les noms et avoir notre peau socialement. On a très peur d'être comme ça, désigné, ostracisé. C'est donc ce conditionnement qui règne dans ce milieu très politiquement correct, on appelle ça le politiquement correct en général, c'est uniquement sur ce carcan que repose absolument tout, c'est-à-dire le mythe de l'immigration, le fait qu'elle ait lieu, le fait que nous ne nous y opposons pas, et le fait que le français se résigne un peu à cette situation. Ils se disent de toute façon, puisque tout le monde à la télévision répète que c'est une chance, puisqu'il y a des experts, il y a des universitaires, on a contre nous les journalistes, absolument tous les grands leaders d'opinion sont pour l'immigration, nous on ne pèse rien. On est 75% des Français à penser la même chose, et sans compter ceux qui n'ont pas osé le dire, et on n'a pas accès à cette expression publique. C'est-à-dire que nous, on peut parler aux voisins, on peut parler entre nous, mais on n'est pas dans la télévision. Et la télévision, quand vous y êtes, vous parlez à des millions de personnes. Et vous, dans toute votre existence, vous ne pourrez pas parler à des millions de personnes. Donc il y a un déséquilibre fondamental de cette liberté d'expression. On peut être libre de dire ce qu'on veut, mais pas où on veut. Et cette télévision, ce moyen de contrôle des âmes gigantesque, les grands médias, les radios, etc., tout ce qui parle à des millions d'individus, est contrôlé par un nombre très restreint d'individus qui pensent à peu près toute la même chose. Il y avait un sondage que je cite dans le livre qui montrait que 87% des journalistes, 87%, étaient favorables à la régularisation de tous les sans-papiers. Donc vous avez d'un côté 75% des Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays, et de l'autre côté, ceux qui sont censés représenter l'opinion, puisque le journaliste a une mission, rappelons-le, de représentation, de représentativité de cette opinion, eh bien ils sont à l'opposé. C'est difficile d'être plus à l'opposé de l'opinion de base. Donc, ils ne représentent personne, ils sont maintenus en vie artificiellement par nos impôts et nos subventions, puisque sans subvention publique et sans aide publique, la plupart de ces médias n'existeraient plus. Ils ne vivent plus de leurs lecteurs, mais ils se sont donné cette mission de conditionnement. Et il ne faut pas croire que ces individus sont tous d'ailleurs des militants acharnés, ils sont très souvent les victimes de ce système. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce milieu-là, vous avez encore plus à perdre socialement que n'importe qui, parce que vous avez tout fait pour y entrer, vous vous êtes conformé à cette idéologie dominante, et maintenant que vous êtes parmi eux, maintenant que vous avez sacrifié des années de carrière et d'efforts pour enfin faire partie de ce clan, eh bien vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez si vous pensez mal. Parce que là, vous allez être éjecté. C'est un peu la métaphore de l'échelle, c'est-à-dire que plus on est haut sur l'échelle, plus on risque de se faire mal en tombant. Ou alors il faut être vraiment comme Valéry Giscard d'Estaing, quand on a 100 ans, on n'a plus peur de tomber de l'échelle et on peut admettre qu'on a à l'époque fait des erreurs, et comme il l'a fait, de dire que le regroupement familial était une erreur de sa part. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Mais malheureusement, dans ce système, tous les autres ont quelque chose à perdre. Jean-Pierre Pernaut, qui avait honteusement dérapé en comparant l'accueil qui était fait aux migrants et le sort qu'on réservait à nos sans-abri, avait été menacé de perdre sa place. Jean-Pierre Pernaut, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est plus un dinosaure, enfin de cet ordre-là, c'est devenu très rare. Et pourtant,
tout Jean-Pierre Pernaut qu'il soit, il est tenu complètement par ce système. Donc il est obligé de se conformer à un discours dominant et en tout cas à se censurer totalement ses opinions. Et donc tout ce système fonctionne comme ça. C'est pas tant ce qu'ils ont à gagner qu'il faut se demander, mais plutôt ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des individus agissent d'abord parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, plutôt que pour gagner quelque chose. Et tous ces individus-là, ils ont à perdre leur place, leur réputation, l'identité qu'ils se sont forgés au sein de ce groupe. L'identité, c'est très important, et ils en ont une, c'est d'être progressistes, d'avoir de belles idées d'accueil, de tolérance et d'ouverture. Vous connaissez ça par cœur. Ces idées ne sont pas rationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne reposent pas sur des faits, mais elles sont le socle de leur identité. Donc elles sont très fortes et il est très difficile de les détruire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de convaincre des individus qui étaient de ce bord-là, mais c'est très difficile. Et on se rend compte qu'ils sont complètement, la plupart du temps, imperméables aux faits rationnels. Parce que leur croyance, c'est une croyance, justement, et l'intérêt de la croyance, c'est la croyance, c'est pas la justesse. Donc ces individus vont suivre leurs principes, et il n'y a pas de raison objective pour l'instant pour qu'ils changent d'idée. Et certains d'entre eux sont malheureusement prêts à aller jusqu'au bout de leurs principes parce qu'ils trouvent que leurs principes valent mieux que la réalité. Et donc, même si la réalité leur déplaît et objectivement leur pose problème, ils préféreront nous emmener tous dans l'abîme avec leurs beaux principes, plutôt que de s'arrêter et d'admettre les faits. Alors, il y a une évolution ces dernières années, c'est-à-dire que la situation est un peu en train de changer, parce qu'il y a un air du temps qui n'est plus favorable du tout à leur discours à eux. Donc, vous voyez qu'il y a des soupapes comme ça de décompression dans les médias. Il y a des Éric Zemmour qui sont apparus. Il y a des individus qui tiennent un discours qui est bien plus en phase avec l'opinion. Je ne sais pas si vous avez récemment suivi l'actualité, vous avez vu que Martine Aubry elle-même a reconnu qu'il y avait une insécurité importante. Moi, je ne pensais jamais vivre un truc pareil. C'est plus rare que le passage d'une comète, enfin, c'est quelque chose de fantastique. Il y a eu Gérard Collomb qui a parlé de partition dans les banlieues. François Hollande en a fait autant. Il y a eu Anne Hidalgo également qui a fait un séminaire sur l'ultra-violence à Paris, ce qui paraît complètement fou aussi. Comme quoi, il y a eu Giscard d'Estaing, comme quoi ces individus sentent. Alors, je ne dis pas du tout que c'est des déclarations sincères et qu'ils vont agir, mais simplement, ils savent qu'il faut adapter leur discours à l'ère du temps, que c'est plus possible de s'arc-bouter sur les postures de principe, l'immigration est une richesse, etc. Ils sont obligés de reconnaître que des choses ne vont pas exactement comme il faudrait. Évidemment, alors ils ne vont pas du tout dire que c'est la faute de la diversité, ce sera toujours la faute, je vous rassure, de la société, c'est-à-dire des autochtones. Si l'Afrique ne se développe pas ou si les Africains ne sont pas heureux ici, c'est toujours évidemment la faute des Français. Ça aussi, c'est un axe très fort de ce discours, c'est-à-dire que nous sommes coupables de tout et eux ne sont responsables de rien. Ce sont des victimes absolues et nous sommes des coupables intégraux. Donc, il y a évidemment dans ces discours médiatiques une sorte comme si ce que j'ai appelé le mythe du complot blanc, c'est-à-dire qu'en gros tout est systématiquement de la faute des blancs. Quel que soit le problème, de toute façon, oui, il y a des violences gratuites effectivement. Je montrais dans la France Orange Mécanique qu'il était indiscutable que les blancs, les natifs autochtones étaient beaucoup plus victimes d'agressions gratuites de la part d'individus issus de la diversité que l'inverse. Et comme les individus issus de la diversité sont moins nombreux, ça suppose un racisme anti-blanc beaucoup plus important. Ça, c'est assez indiscutable. Mais on va vous dire, oui, effectivement, il y a des violences, mais c'est une réaction à un racisme institutionnel qu'ils subissent et qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas descendant d'esclaves, etc., etc., etc. Donc, en gros, vous perdez toujours quoi que vous fassiez. Ça, c'est un des axes assez fondamentaux de ce livre. Ça rejoint cette culture de l'excuse qui enserre complètement les sciences sociales, c'est-à-dire les grands universitaires qui vont toujours vous expliquer que le crime a toujours d'excellentes raisons de se commettre
et qu'elles sont sociales, c'est-à-dire vous et moi. On ne paye pas assez d'impôts, il n'y a pas assez d'aide sociale, etc. Et par voie de conséquence, ils vont violer des grands-mères. C'est exactement ce qu'on nous dit. Il faut aller voir dans les audiences des tribunaux et on va parler de l'enfance très malheureuse de ces délinquants. On va leur trouver tout un tas d'excuses pour les dédouaner complètement de leurs responsabilités. Et en faisant comme ça, on ne regarde jamais le problème en face et on s'interdit de constater l'évolution de notre société. Alors j'ai parlé de l'économie tout à l'heure, il y a aussi des conséquences sociales qui sont très importantes, sinon plus. Ce qu'on appelle le capital social, notamment, alors c'est un sociologue américain d'Harvard qui s'appelle Robert Putnam, qui avait conceptualisé ça. En gros, le capital social, c'est le degré de réciprocité qui unit les citoyens les uns envers les autres. C'est-à-dire, si vous perdez votre portefeuille, combien y a-t-il de chances pour que quelqu'un de bienveillant le retrouve et vous le ramène ? Dans un pays où le capital social est très élevé, vous avez de très fortes chances qu'on vous ramène votre portefeuille. Au Japon, si vous perdez votre portefeuille dans le métro, vous avez des chances de le retrouver. À Paris, vous pouvez essayer, mais très honnêtement, il est très improbable que votre portefeuille soit retrouvé un jour. En fait, d'après Robert Putnam, quand une société homogène voit des groupes hétérogènes grandir en son sein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de groupes aux référentiels culturels différents qui se retrouvent ensemble, eh bien le capital social s'effondre. Alors c'est-à-dire que le degré de confiance des individus baisse, alors pas seulement d'un groupe, entre un groupe et un autre, mais au sein même des groupes, c'est-à-dire les individus se fient moins à leurs proches, à leurs voisins, à leurs institutions, à leurs médias, à leur police, etc., etc. Et chacun se replie sur lui-même. Et on en arrive à des scènes absolument délirantes où on a des femmes qui sont agressées dans des rames de métro et vous avez le reste de la rame qui regarde par les fenêtres en sifflotant parce que ça ne nous concerne pas, ce ne sont même pas nos semblables. Nous, chacun est dans sa bulle et dans son univers à lui. Il a son petit groupe qui correspond à son groupe de travail en général et il ne se sent plus du tout concerné par le sort de cette société. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de réflexe patriotique majeur, à part évidemment ce soir avec le match de football, mais je veux dire qu'un individu, je ne sais pas, un paysan charentais, le sort de Paris et sa banlieue, ça ne le préoccupe plus beaucoup, parce qu'il ne se sent plus concerné par cette société-là. Donc chacun va se replier sur soi, il y a une forme de fragmentation sociale, en plus de la fragmentation communautaire, bien entendu, puisque les communautés se regroupent entre elles. Et ce phénomène d'ailleurs est propre à la nature humaine. Là, il faut être un énarque pour ne pas connaître ce genre de vérité sociale et même biologique. Les individus vivent comme ça en groupe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été programmés pour ça par des milliers d'années passées à survivre dans les âges glaciaires. Donc nous sommes programmés pour nous méfier d'autres groupes, nous sommes programmés pour adopter les codes de notre groupe. Et donc il y a un peu cette fameuse dichotomie eux et nous, c'est-à-dire il y a mon groupe à moi, les miens je les aime, on est les plus beaux, on est les plus forts, et les autres ils sont méprisables et toutes leurs traditions sont ridicules, etc. Donc en France, on passe d'une société qui est un groupe homogène à une kyriade de sociétés avec quantité de groupes au référentiel culturel extrêmement éloignés, qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne veulent pas le faire, ou éventuellement qui s'affrontent de temps à autre. Ce phénomène est extrêmement aggravé par le socialisme, puisque contrairement à ce qu'on pensait, c'est-à-dire si on donne de l'argent à tous ces individus qui n'en ont pas, ils vont nous foutre la paix et tout va bien se passer, ils seront reconnaissants et nous serons tous frères. Sauf que dans la réalité, on a donné énormément d'argent à ces banlieues. Pour vous dire à quel point ça a bien fonctionné, il y avait 18 zones urbaines sensibles, enfin, c'était des îlots de sensibilité, je ne sais plus comment on appelait ça. Dans les années 60, il y en avait 18, il y en a 750. Il y a à peu près 5 millions d'individus qui vivent dedans. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, le fait de donner beaucoup d'aide sociale à ces individus, eh bien, les privait de l'effort d'assimilation. C'est-à-dire, si vous arrivez dans un endroit qui n'est pas le vôtre, vous vous retrouvez avec des individus qui partagent vos référentiels culturels, vous vous regroupez avec eux, et si vous recevez des aides qui sont très supérieures à tout ce que vous auriez pu espérer toucher dans votre pays d'origine en travaillant dur,
eh bien vous n'avez plus besoin d'aller vers la société, vous n'avez plus besoin d'apprendre sa langue, vous n'avez plus besoin de trouver un travail absolument, et de subsister en fait, comme ont pu le faire les immigrés polonais dans les années 20, les immigrés portugais, etc., qui étaient réellement obligés de travailler pour survivre. Là aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce paradigme-là. Les individus viennent et ils peuplent. Et ils bénéficient des aides sociales, ils bénéficient du trafic qui est extrêmement rentable, ils bénéficient du clientélisme, puisque évidemment l'arrosage de grandes mairies, notamment communistes, l'arrosage clientéliste est extrêmement important. Donc on crée des associations plus ou moins fictives, plus ou moins utiles, enfin plutôt beaucoup moins que plus, et on déverse beaucoup d'argent public en espérant acheter une forme de paix sociale, mais on contribue en réalité à renforcer le fait communautaire et à créer comme ça des communautés qui vivent en circuit fermé. C'est le cas aussi en Turquie, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas à peu près partout. Plus on a déversé d'argent sur ces îlots culturels, plus on les a perdus et plus ils se sont éloignés de la société française. Mais en France, ça a peu d'importance parce qu'on juge un président et un gouvernement sur les moyens qu'il va mettre pour résoudre un problème, mais pas du tout sur les résultats. C'est une grande spécialité française, de dire il a mis des moyens, il a fait un beau discours, donc c'est bien, ça suffit. Mais on ne se demande pas si ces moyens ont une quelconque forme d'utilité. Mais du moment qu'il les a débloqués, c'est génial. Il y a de l'argent, c'est forcément bon. Et non, parce que les aides sociales sont en grande partie responsables de cette immigration très forte et de sa fragmentation communautaire. Il serait temps de se rendre compte que je pense que si ces aides sociales étaient complètement arrêtées, il y aurait un mouvement d'émigration massif ou de violence. En tout cas, il y aurait des réactions très fortes. En attendant, pour avoir la paix sociale, on préfère pratiquer le clientélisme, verser des aides sociales, fermer un peu les yeux sur le trafic, en tout cas ne pas punir trop durement ceux qui y participent. Et donc, lâcheté après lâcheté, on arrive à cette situation qui est une poudrière, qui est une situation de guerre civile larvée. Aujourd'hui, les policiers les gens du renseignement, des états-majors sont persuadés qu'une situation telle que celle qu'on a connue en 2005 pourrait arriver de nouveau, donc avec un embrasement des banlieues pour on ne sait quel prétexte ou on ne sait quel incident ou accident. Cet embrasement pourrait se généraliser à l'ensemble du territoire. Les policiers, les forces de l'ordre sont déjà dans une situation de tension extrême et ils sont vraiment à bout parce qu'ils font le maximum pour rien, parce que la justice derrière ne fait pas son travail. Encore une fois, c'est pas la police qu'il faut blâmer, les policiers font ce qu'ils peuvent. Derrière, la justice, simplement, n'applique pas le code pénal. Ça, c'est un fait aussi qu'on peut vérifier. Il suffit d'aller dans un tribunal, vous verrez que le code pénal n'est jamais appliqué. Donc, on est dans une situation vraiment explosive. Vous ajoutez à ça le fait terroriste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que s'il y avait des émeutes de grande ampleur, beaucoup de terroristes en profiteraient pour passer à l'action, profiteraient des troubles et de la mobilisation des forces de l'ordre pour frapper. Donc on pourrait se retrouver dans une situation d'embrasement et d'effondrement généralisé qui terrorise nos responsables le responsable du renseignement, parce que nos responsables politiques ne lisent pas ces rapports-là, ils les mettent au panier et tout ce qui leur importe est de savoir comment communiquer sur des événements. Il n'y a pas du tout de notion d'agir ou de se prémunir de ce qui peut arriver, mais vraiment uniquement de qu'est-ce qu'on va dire, comment on va gérer la crise en parlant. Et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. François Hollande avait gagné beaucoup de points en faisant des beaux discours après les attentats terroristes. C'est une manière de faire de la politique. Mais la politique aujourd'hui n'est plus basée à ce niveau-là, en tout cas sur l'action. On préfère subir la situation et se convaincre que tout va rentrer dans l'ordre, puisque de toute façon c'est une chance, c'est juste une période d'ajustement. Mais on voit bien qu'il devient vraiment urgent de regarder en face cette réalité, parce que plus le temps passe, plus, comme je l'ai dit, les populations d'origine immigrée seront nombreuses en France, et plus ce débat va devenir douloureux, puisque vous aurez le fait culturel qui va s'y ajouter, vous aurez des revendications communautaires qui vont être très importantes. Donc plus on attend, plus la situation va devenir tendue. Et tôt ou tard, il y aura un point de bascule qui fait que ce débat ne pourra plus jamais avoir lieu, puisque la France aura changé définitivement de visage. Ça, c'est un fait.
Et le temps ne joue pas du tout en la faveur des individus qui voudraient s'opposer à cette marche du monde. On parle beaucoup de ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Allemagne, ce qui s'est passé au Québec. Au Québec, vous avez un parti nationaliste qui est arrivé au pouvoir, ce qui est quand même invraisemblable, parce que le Québec, comme je le disais l'autre jour, c'est un peu politiquement l'équivalent de la Corrèze. Si des régions entières peuvent basculer de la sorte politiquement, on peut se dire que tout est permis. On a eu le Brexit, on a eu Donald Trump, des choses qui étaient complètement impensables il y a quelques années. Donc il y a quand même une sorte de révolte à minima démocratique de certains peuples. Les individus aiment bien copier les autres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas eux tout seuls se rebeller, mais ils attendent de voir ce que vont faire les autres. Et à partir du moment où ils se sentent dans un courant un peu majoritaire, là ils sont très heureux d'y participer. C'est l'effet bande sardine. On attend tous de faire le virage, on a tous très envie de le faire, mais on ne veut pas être le premier parce qu'il y a un risque de se faire bouffer par un poisson agressif de type Émeric Caron par exemple. Donc on préfère se conformer à l'opinion dominante. Et tout le monde est comme ça, que ce soit dans ces grands médias, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'individus dans ces grands médias qui pensent que l'immigration n'est pas une chance et qu'il faudrait le dire, mais ce ne sont pas eux qui vont le dire. Moi j'adore combien de fois j'ai entendu ça, j'adore ce que tu fais, mais je ne peux pas en parler, et puis si je te vomis dessus, tu m'excuseras, mais tu comprends que je ne peux pas faire autrement. Parce que, oui, voilà, on a du courage, mais on ne le dit pas, on soutient, mais tu sais bien que c'est compliqué. Et finalement, tout le monde comme ça se fait un peu peur, et tout le monde va à un endroit, enfin, c'est un paradoxe un peu connu, ça c'est toute la famille qui n'a pas envie d'aller faire les courses, mais personne n'ose rien dire, et tout le monde finit par aller faire les courses quand même. C'est exactement le même syndrome. Il y a peut-être une grande majorité d'individus dans ce pays qui n'ont pas envie de ce qui est en train de se produire, mais comme tout le monde se fait peur, eh bien personne n'ose dire non. Personne n'ose s'opposer concrètement à ça. Donc il y a un principe, selon moi, de responsabilité individuelle qui est important, que je développe un peu à la fin du livre. Quand on me dit « oui, mais quelles sont vos solutions ?» Moi je dis « je ne suis pas politicien, je n'ai pas de solution miraculeuse à apporter. Simplement, j'attire l'attention sur notre responsabilité individuelle. Nous avons tous des moyens d'agir à quelque niveau que ce soit, en diffusant l'information, en parlant aux autres, en réfléchissant tout simplement, en créant de l'information. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc on a tous une forme de responsabilité dans cette situation. Et en France, il y a un défaut énorme qui est celui de justement chercher qui sont les responsables. Alors, mais qui est au-dessus de ça? Qui est-ce qui dirige? Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, nous sommes 75% à penser qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays, donc les responsables, ils sont là. Nous sommes très majoritaires. Comment peut-on accepter de subir une situation que nous ne voulons pas? Parce que nous avons peur d'Émeric Caron, enfin ça n'a aucun sens. Donc il faut regarder en face ce que nous pouvons faire pour avancer, transmettre cette espèce de mouvement d'éveil des consciences à ceux que nous aimons, et même à ceux que nous n'aimons pas, puisque nous sommes dans le même bateau, et faire en sorte que cette espèce de Titanic dans lequel nous sommes tous, plutôt que d'applaudir et de jouer de la musique sur le pont, vire de bord avant l'iceberg, avant qu'il ne soit trop tard, parce que la situation, alors je le dis, ça pourrait être une explosion à la guérilla, c'est-à-dire une sorte d'embrasement et de guerre civile. Ça pourrait être aussi une sorte de soumission à la Houellebecq, je ne sais pas si vous avez lu ce roman, c'est-à-dire une situation qui va pourrir petit à petit, et gentiment la France va finir à peu près comme le Brésil. Elle va se retrouver dans une situation qui n'a absolument plus rien à voir avec le pays que nous ont légué nos ancêtres. Je parle aussi de ce niveau de vie parce qu'il est important. Quand vous faites venir en France des millions d'individus qui sont issus de pays sous-développés, qui ont un niveau de qualification qui ne correspond absolument à aucun niveau de base en France, il ne faut pas imaginer que votre pays va mieux se porter. C'est-à-dire qu'en France, on est persuadé qu'un individu envoie un autre et que l'éducation nationale résoudra tous les problèmes. Dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on étudie toutes les données d'analyse fournies notamment par l'OCDE, le programme international de suivi des acquis,
L'étude PISA, donc c'est une étude scolaire, montre que l'immigration, qui est une chance pour la France, nous coûte 10 places dans ce classement. C'est-à-dire que sans les immigrés et les individus issus de l'immigration, la France serait beaucoup mieux classée au niveau scolaire. Et on parle du niveau scolaire, mais j'ai parlé tout à l'heure de l'équivalence des compétences de l'OCDE, c'est la même chose au niveau des emplois. C'est-à-dire que le niveau général des emplois en France baisse mécaniquement parce que des individus moins compétents viennent dans ce pays et remplacent des individus qui auraient pu être plus compétents. Donc évidemment, au bout du compte, alors je parle du niveau des médecins, je parle du niveau des scientifiques, etc. Fatalement, notre pays, les standards de notre pays vont s'adapter à ces individus, dont, alors encore une fois, je le redis, ce sont des questions de moyenne. Ça ne veut pas du tout dire que tous les individus issus de l'immigration sont de niveau inférieur à ceux des autochtones, mais en moyenne, ils le sont. Donc le niveau moyen, mécaniquement, va baisser. Je parle dans le livre d'un sujet qui est assez difficile à aborder lui aussi, qui est celui de l'intelligence. L'intelligence qu'on mesure pour le quotient intellectuel. Et j'explique, parce que les chercheurs l'ont constaté, que l'intelligence moyenne de beaucoup de pays développés est aujourd'hui en train de baisser. Elle baisse de manière très importante, notamment et en particulier en France. La France a perdu pas loin de 4 points de QI en une décennie, ce qui est une perte vraiment considérable. En France, normalement, on ignore à peu près tout de ce qu'est le QI, on imagine que ça n'a aucune importance, que c'est pas représentatif, etc., etc., parce que la France a un passé qui est très axé sur l'éducation sociale, enfin tout est social en gros, l'éducation fait tout, etc., il n'y a aucun déterminisme. Si on donne à un individu les meilleures chances, il va réussir dans la vie. Ça, c'est un beau discours, sauf que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. On s'est rendu compte, notamment aux États-Unis, avec beaucoup d'études très poussées qui ont été menées sur la question, qu'on pouvait toujours élever un individu dans des conditions absolument idéales d'un point de vue alimentaire, scolaire, de la stimulation, etc., tout ce qu'on voulait. L'intelligence moyenne de l'individu ne s'élevait pas. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas de points de QI parce qu'on est stimulé, parce qu'on est dans un bon environnement ou dans une bonne famille. L'intelligence est très fortement héréditaire, plus de 80%, donc elle est déterminée par notre patrimoine génétique. Donc aujourd'hui, elle baisse dramatiquement. Alors pourquoi? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. Donc il y a l'émigration d'une part, c'est-à-dire les individus qui quittent la France. On s'est rendu compte que les émigrés étaient parmi les individus les plus qualifiés, c'est-à-dire tous les étudiants qui sortent des écoles d'ingénieurs, d'architectes, de scientifiques, etc., ils se rendent compte rapidement qu'en France, ils vont surtout servir par la fiscalité à payer les individus les moins compétents. C'est une réalité. Créer une entreprise en France, c'est quelque chose qui relève un petit peu du prodige aujourd'hui. C'est très compliqué. Donc, quand ces individus comprennent que leur cerveau leur serait beaucoup plus rentable aux États-Unis ou au Japon ou en Angleterre ou en Australie, eh bien, ils font leur bagage. Donc, il y a une fuite des cerveaux qui est très importante. Énormément d'individus très diplômés qui partent à l'étranger et qui ne reviennent pas. Il y a cette immigration de quantité dont j'ai parlé, donc des millions d'individus qui sont sous-qualifiés, et dont le QI moyen, comme le montrent les études, est inférieur au QI moyen de l'OCDE. Donc évidemment, ça a un impact sur la moyenne nationale. Et en plus de ça, vous avez un phénomène qui est aussi assez récent et assez bien documenté, qu'on appelle l'effet dysgénique. L'effet dysgénique, c'est le contraire d'eugénique. Ça veut dire que les individus les moins doués ont beaucoup d'enfants et que les individus les plus doués, on parle toujours de QI, en ont très peu. Donc en gros, comme l'intelligence est très fortement héréditaire, si les individus les moins doués ont 3 enfants en moyenne, eh bien, leur nombre dans la société va augmenter de manière exponentielle, et si les individus les plus doués ont 1 enfant en moyenne, leur nombre va se réduire dans la société de manière pareille, assez dramatique. Donc, en quelques années, le QI national baisse. Alors, on s'imagine encore une fois que c'est un concept anglo-saxon très abstrait, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Absolument tout est lié dans un pays à son niveau de quotient intellectuel. Le quotient intellectuel est la valeur qui prédit le mieux la réussite scolaire et sociale d'un individu.
son adaptabilité, sa productivité au travail, enfin bref, c'est un nombre de variables considérables. Il n'y a aucun autre indicateur psychologique qui fonctionne aussi bien que celui-là. Donc économiquement, un individu qui a un point de QI en moins, à l'échelle d'une existence, ça se traduit par 20 000 dollars de différence. Pour un individu, imaginez une nation entière qui perd 4 points de QI. Là, ça se traduit par des enjeux absolument considérables. Donc, évidemment, à tous les niveaux, puisque le nombre d'individus très doués, alors la QI, pour vous faire le truc très rapidement, la moyenne, c'est 100 points. Dans les pays développés, la moyenne du quotient intellectuel, c'est 100 points. 70 points, voilà, c'est le seuil de la limite du retard, comme on dit poliment, donc des individus moins doués. 130 points, ce sont les individus très doués. Et entre 70 et 130, vous avez quasiment 95% de la population. Aujourd'hui, si les individus doués, c'est-à-dire 120, 130 de QI, ceux qui seront les ingénieurs de demain, les scientifiques, tous ceux qui vont permettre à ce pays de produire des richesses, parce que les richesses, souvent on vous dit oui, mais les richesses, elles sont mal partagées, elles sont mal réparties. Non, les richesses, elles sont créées. Il faut les créer, les richesses. Ce n'est pas une question de répartition inégale ou de spoliation, c'est juste ceux qui ont eu plus de volonté, d'intelligence et de ténacité à un moment donné qui les ont créés. Eh bien, si ces individus-là sont de moins en moins nombreux, ils seront de moins en moins à même de tirer notre société vers le haut et ne serait-ce que de l'entretenir, ne serait-ce que de perpétuer son niveau de vie très élevé. Et on peut parler aussi du niveau culturel, c'est-à-dire que pour écrire ces fables, Jean de La Fontaine n'avait pas un QI de 70, il avait un QI extrêmement élevé. Toutes les réalisations culturelles importantes impliquent une intelligence très élevée, parce que construire une cathédrale, écrire des fables, ce sont des choses qui nécessitent une grande projection temporelle. Alors ça, c'est un concept clé en psychologie aussi. C'est-à-dire que l'intelligence est liée à la préférence temporelle, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans l'avenir. Quelqu'un de très intelligent, il est capable de penser par-delà les années, peut-être même des fois par-delà son existence. C'est le cas des architectes qui ont construit les cathédrales. Ça commençait une génération et ça finissait 3 générations plus tard, et l'architecte ne voyait pas le fruit de son travail réalisé. Ça, c'est de la préférence temporelle. Et c'est ce qui fait, comme un bon vin ou comme un grand produit, ou comme tout ce qui fait l'excellence en fait de notre pays, prend du temps, s'inscrit dans la durée. Et donc, dans cette espèce d'intelligence et de génie très propre à un terroir et à des individus, donc on retrouve évidemment dans tous les pays. Et cette préférence temporelle, si elle perd aujourd'hui son existence, si notre existence se résume à un éternel présent, c'est-à-dire à une satisfaction immédiate, puisque la capacité à différer la récompense, je ne sais pas si vous avez entendu parler du test du marshmallow qui est assez célèbre, c'est-à-dire on propose à un enfant, soit tu manges un marshmallow, si tu le manges tout de suite, tu n'auras pas d'autre, et si tu attends un petit peu, tu en auras un deuxième, et on fait ce test pour voir si l'enfant a une préférence temporelle développée. Et ça paraît ridicule, mais les enfants qui attendent ont de très fortes chances de réussite scolaire, enfin bien supérieure à celle de ceux qui n'ont pas attendu. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'immédiateté, de la consommation à outrance. Les individus pensent au jour dans lequel ils vivent, ils se projettent souvent pas beaucoup, ils ont assez peu de projets à long terme, si ce n'est de ne pas rater l'émission de Cyril Hanouna. Et évidemment, on a l'impression comme ça que notre culture, qui s'inscrit dans la durée, se réduit complètement à une sorte d'éternel présent qui ne correspond pas à ce que la France a été et ce qui a fait la grandeur de la France. Donc cette thématique est très importante. Alors comme je le dis encore une fois, elle n'est pas du tout seulement liée à l'immigration, mais elle est liée aussi et surtout à la population native. Pourquoi la population native a-t-elle une natalité aussi basse ? Pourquoi les individus, en particulier les plus doués, font-ils si peu d'enfants ? Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont proposées pour expliquer cette dénatalité. Il y a la baisse de la religiosité, c'est-à-dire que plus les individus sont croyants, plus ils ont d'enfants, parce que pour le coup, ils se voient, ils pensent que la transmission est importante, etc.
Et plus les individus sont prévoyants aujourd'hui, malheureusement, moins ils ont d'enfants, puisqu'ils se disent dans quel monde mes enfants vont grandir, concernant les problématiques écologiques, etc. En gros, le temps qu'ils passent à se poser des questions, ils ne le passent pas à faire des enfants, contrairement à ceux qui ne se posent pas de questions et qui font les enfants de ceux qui n'en ont pas. Donc ça va poser des problèmes, la réalité va nous rattraper. Et encore une fois, si on a l'illusion de corriger tout ça avec une bonne éducation nationale, eh bien on va au-devant de très très solides désillusions. Donc, encore une fois, ce problème nous concerne très largement et c'est à nous de nous regarder en face. Que sommes-nous en train de faire? Que voulons-nous pour notre avenir? Est-ce que l'avenir a encore une importance pour nous ou est-ce qu'on se contente de dilapider complètement notre héritage aujourd'hui, d'en profiter à fond et après nous, le déluge, vous connaissez l'expression, ou alors on se dit que peut-être cet héritage implique une forme de responsabilité à laquelle nous devrions peut-être songer très, très fortement, et à notre tour de le transmettre dans un état au moins équivalent à celui dans lequel nous l'avons trouvé. Ce sera difficile, j'en conviens, mais on pourrait au moins essayer, et si on n'essaye pas, évidemment, on n'a absolument aucune chance d'y arriver. Donc ce livre, qui peut paraître un constat vraiment pessimiste, ne l'est pas tant que ça, puisque, à la limite, tout dépend de nous. C'est-à-dire que si nous disparaissons, eh bien, nous le méritons, en fait. Donc, tout va bien, finalement, puisque nous n'avons aucune raison de le mériter. Et si nous ne le méritons pas, nous allons gagner, nous allons subsister. Donc, voilà un petit peu la conclusion de ce livre. Qui, encore une fois, est vraiment centré sur l'analyse factuelle de l'immigration à un instant T. Les courbes sont extrêmement dramatiques, il faut être honnête, mais les courbes ne sont pas faites pour durer éternellement. Rien ne dit qu'elles ne peuvent pas s'inverser, qu'un événement ne peut pas nous surprendre, mais il faudrait peut-être arrêter de croire qu'il va venir de l'extérieur. Souvent, le français se dit que de toute façon, la Providence va nous sauver, qu'un messie ou qu'un type très doué va arriver, à bout de bras, va remettre ce pays sur le droit chemin. C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il faudra le mériter, qu'il faudra aller chercher cette occasion et cet événement. Donc, ça va être à nous de mouiller la chemise. Je pense qu'on peut plus se contenter de regarder la partie à la télévision en espérant qu'elle va bien se finir. Il faut y participer, il faut entrer sur le terrain. Donc, voilà à peu près le propos de ce livre que j'ai survolé, encore une fois. Donc, si vous voulez revenir sur un passage plus en détail, plus en profondeur, un quelconque sujet qui concerne l'immigration, donc j'ai parlé d'insécurité, je parle aussi d'insécurité dans le livre évidemment, d'insécurité, de socialisme, de l'impact social, de l'impact culturel de l'immigration, puisqu'évidemment c'est un impact culturel important. On n'a pas beaucoup parlé de l'islam, mais on pourrait en parler, j'en parle un peu dans le livre. L'impact électoral de cette immigration, puisqu'évidemment il y a des intérêts très directs à faire venir ces migrants, pas seulement d'un point de vue économique pour les très très grands patrons, il y a aussi un intérêt moral et électoral, parce qu'évidemment, si on donne de l'argent aux gens, ils votent pour vous. C'est simple. Je ne sais plus quel président américain avait dit ça. En gros, à partir du moment où les électeurs comprennent qu'ils peuvent voter pour avoir de l'argent, la démocratie est morte. Je pense qu'il ne s'est pas trompé et qu'effectivement, aujourd'hui, on a ce système clientéliste qui se met en place, qui n'ira peut-être pas tout seul, parce que quand les individus, notamment les musulmans, vont se rendre compte que le programme du Parti socialiste, notamment du point de vue des droits LGBT, n'est pas tout à fait en accord avec leur tradition, il risque d'y avoir des petites frictions qui peuvent déboucher sur un parti justement islamique, et là qui va siphonner entièrement les voix de la gauche. Donc ce calcul qui pour l'instant fonctionne à peu près pourrait être remis en cause rapidement. Enfin voilà, toutes les problématiques que génère cette immigration sont vraiment incalculables. Pour moi, c'est le sujet central, le plus important de ces dernières années, et qui va, vous allez voir, prendre dans le débat public, enfin en tout cas dans le bruit de fond médiatique, une place de plus en plus importante,
les tensions vont être de plus en plus grandes, et si ce débat n'a pas lieu maintenant, de manière à peu près civilisée, il n'aura sans doute plus jamais lieu, ou alors il se résumera à une sorte de guerre des tranchées, et nous n'aurons malheureusement aucune chance de revenir à une forme de démocratie, puisque ce livre est aussi le procès de la démocratie. Comme je l'ai dit, 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Pourtant, l'immigration a lieu, elle est là. Les Français, par ailleurs, continuent à élire des individus qui pensent que l'immigration est une chance et une richesse, peut-être parce qu'ils sont extrêmement bien conditionnés par ce système. En tout cas, la démocratie, aujourd'hui, elle est complètement mise en cause par ce qui se passe, par la situation. Quand les Français, quand on leur donne le choix de s'exprimer par un référendum, vous avez remarqué qu'on s'assoit remarquablement sur leur choix. Donc un référendum pour l'immigration, pourquoi pas, mais les Français le font tous les jours, ce référendum, puisque quand il y a des enquêtes d'opinion, ils font savoir très majoritairement qu'ils pensent qu'il y a beaucoup trop d'immigrés dans leur pays et qu'il est temps même d'inverser les flux migratoires, c'est-à-dire carrément de faire repartir un très grand nombre d'immigrés dans leur pays d'origine. Ça me paraît être un message clair, mais la feuille de route de nos responsables n'est pas celle-là, et encore une fois, ces gens sont tenus par leur milieu culturel, comme je disais, ce milieu socio-culturel qui les tétanise. Et même si un individu comme Macron a pu penser à un moment donné qu'il pourrait gagner beaucoup de points simplement en tenant des discours un peu fermes sur l'immigration, un peu à la Sarkozy, son entourage a dû lui rappeler qu'il ne pouvait pas faire ça parce qu'il allait se mettre à dos tous les journalistes et toute cette caste bien pensante, et donc il y aurait une cabale contre lui très forte qu'il n'aurait pas pu supporter. Donc c'est pas exclu qu'un individu un peu inconnu fasse un peu comme lui, mais pour le coup en tenant un discours dans l'air du temps, c'est-à-dire très fortement marqué contre l'immigration, et que cet individu rencontre un succès populaire formidable, et qu'un basculement ait lieu, notamment au niveau de l'administration et au niveau de cette classe médiatique, parce qu'on me dit toujours, oui mais attendons, si un parti populiste arrive à plus de 50% des voix, ce serait la guerre civile. Non, parce que les gens sont des suiveurs, il y a un banc de sardines, et le banc de sardines tournera très 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 largement, et vous verrez que l'opinion sera à 80% favorable à un tel président, et ça comprendra beaucoup d'individus dans la haute administration et dans ces grands médias qui vous diront du jour au lendemain, moi j'ai toujours pensé comme ça. Vous savez, il y en a toutes les guerres, des comme ça, mais c'est vraiment la nature humaine, elle est faite comme ça. Beaucoup de nos compatriotes sont des suiveurs et forgent leurs opinions selon l'air du temps. Et l'air du temps, aujourd'hui, va dans le bon sens. Mais, comme je l'ai dit, le temps est compté. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce livre. Si vous avez, comme je l'ai dit, des points de précision maintenant, je serais ravi d'entendre vos questions, du moment qu'elles ne concernent pas des théories complotistes un peu farfelues, du moment que ça reste dans mon domaine de compétence, je serais très heureux d'y répondre.